Coucou les coquinous. Il y a des gens, sincèrement, il y a des gens, tu vois leur tête, tu te dis, la dernière fois qu'il a touché un cul, c'est quand le doigt est passé au travers du papier, quoi. Ouais. Eh ben aujourd'hui, on va parler d'un monsieur qui a un peu ce faciès-là, mais c'est trompeur, c'est trompeur. On va parler de monsieur Frédéric Wertham et du Comics Code Authority. Allez, générique. Alors de qui on parle? Eh bien, Frédéric Wertheimer. Son vrai nom d'origine, donc né en 1895 à Munich, et donc le monsieur est allemand à la base, et qui va avoir une enfance classique, tranquillou bilou, hein, il va faire des études, tout bien, parce qu'il est issu de la petite bourgeoisie, et il va faire des études à Erlanger, il va faire des études à Londres, notamment, hein, toujours dans le domaine de la psy, et il va être diplômé en Allemagne, Würzburg, l'université de Würzburg en 1921. Donc, et un an après, le mec, hein, il trace, il se barre, il s'arrache, et il va aller donc, pardon, aux États-Unis, hein, où il entretient toujours, il est bien vu hein, de ses pairs, hein, le machin. Hein. Il entretient d'ailleurs une correspondance avec juste Sigmund Freud, hein, voilà, pour vous dire à quel point le gars, quand même, hein, c'est pas le premier clampin, hein, clairement. En 1921 donc, il déboule là-bas, il a des postes importants, hein, puisque, on va, tour à tour lui confier, alors d'abord il est pris à l'université Johns Hopkins. Ensuite, il va avoir des postes donc sur New York, à l'hôpital Bellevue, voilà, des postes prestigieux. Il est même à un moment nommé directeur de la section, psy pour tout le Queens, hein, à New York. Oui, c'est pas Joe Clodo, le gars, hein, quand même, il est reconnu de ses pairs. Il est même reconnu, en fait, à tel point que la justice fait appel à lui. Hein. Alors, depuis qu'il a changé de nom, il ne s'appelle plus Wertheimer, il s'appelle Wertham, en 1927. Hein, il prend la nationalité américaine, hein, parce que les cheveux, ils sont pas en odeur de sainteté, tu vois, ni à l'époque, ni avant, quoi. Donc bon, concrètement, voilà, il va être reconnu. Il va être reconnu, il va publier plusieurs livres. Comme je le disais précédemment, il est même nommé par la justice, alors soit la défense, soit l'accusation, peu importe, pour pouvoir faire valoir son expertise dans le domaine du psy, en fait, hein, et notamment la psychologie infantile. Et, par exemple, il est nommé par la défense pour l'affaire, donc, dans les années 20, je crois, l'affaire donc du vampire de Brooklyn. Vampire. Rien à voir avec Eddie Murphy, hein, que dalle pour ceux qui ont vu le film. Non, là c'est vraiment un monsieur qui s'appelait Albert Fish, hein, à qui on devait le meurtre par, enfin il vidait des personnes de leur sang, en fait, une centaine de personnes. Hein, ah oui, oui, serial killer à l'époque c'était un boulot à plein temps. T'avais pas le temps d'aller faire les connes. Non, tu veux ça. Donc Albert Fish, le vampire là, Frédéric Wertham, il va prouver scientifiquement, A plus B, machin les couilles, que le mec est on s'en doutait tous un petit peu, hein, quand même. Mais lui, il dit non, médicalement, ça va pas dans sa tête. Bon, il change pas grand-chose, le tribunal va ah ben non, ça c'est nous, ils vont le buter. Non, ils vont l'exécuter parce que voilà, c'est une affaire politique plutôt que juridique en vérité. Mais voilà, globalement, le gars est connu, hein, Frédéric Wertham. Hein. Il va publier plusieurs bouquins. Il va publier des livres où il reprend des cas de figure. Notamment, il en publie un, alors c'est Dark Legend, je crois. Un truc dans ce goût-là, je sais plus. Bref, peu importe. Il va publier un bouquin, il faudrait que je sois plus précis quand même lorsque je vous présente des choses. Il va publier un bouquin où, en fait, il met en avant le cas d'un gamin de 17 piges, qui est un meurtrier, hein, et qui va pas super bien dans son crâne. Et ce gamin de 17 piges, en fait, lui, Wertham, va mettre en avant le fait que ce gosse, c'est un gros fan de films, de bandes dessinées, de feuilletons radiophoniques, hein, et, euh, et
On sent qu'il y a une base chez lui. On sent qu'il y a une base chez Wertham par rapport à son approche de la psychologie infantile. Il fait le lien, en fait, c'est son école de pensée en psy, hein, au gars, hein. Il fait le lien entre cause et effet. Pour lui, un gamin ne n'est ni mauvais ni bon, peu importe, c'est le cadre social, c'est le cadre culturel qui va l'amener vers telle ou telle déviance, comme on dit à l'époque, psychologique. Et ce en quoi il est appuyé par les travaux de Freud, hein, et de Kraepelin, hein, qui est aussi son patron, hein, en quelque sorte, qui effectivement eux aussi aborde le principe de la cause et de l'effet, hein, du traumatisme qui aboutit finalement à ce qu'on ait des attitudes et même des maladies en termes de psy. Donc, vous voyez, ça part là-dessus. Hein, ça commence à partir un petit peu. Ah, bon. Toujours est-il que, à partir de 1948, il va commencer, Wertham, à s'engager dans une campagne de dénigrement dans le principe, sur les principes de la nocivité des comics, en fait, hein. Notamment, dans une interview donc, du Collier's Weekly, il va préciser pardon, que pour lui, la bande dessinée est une des causes majeures de la délinquance juvénile. Alors, après, il y a un cadre historique, il faut dire ce qui est, hein. L'Amérique n'a pas attendu Wertham pour commencer à foutre tout sur le dos de tout et n'importe quoi, hein. Le rock'n'roll a eu un passé sulfureux, hein. On disait que certains, notamment Elvis Presley, qui se déhanchaient, ah, c'était de la pornographie. Et on est dans un monde qui est relativement puritain et qui se cherche en plus des raisons au fait que sa jeunesse bat en couille. C'est pas du tout lié à la guerre mondiale. Du tout, du tout. Hein, rien à voir, hein, pas lié à cette génération de gamins qui ont vu leur père partir, pas revenir, des fois, ou revenir amoché, ou revenir complètement barge, enfin. Non, mais. Oh, faut pas que la guerre, dis donc. Non, c'est les comics, c'est le rock'n'roll, c'est ce genre de truc. Donc Wertham, il est dans cette dynamique, mais c'est un homme de son époque, hein, finalement. Ça semble logique. Alors, petit rappel quand même, hein, dès 1938, on a quand même aux États-Unis des associations qui commencent à lister les personnes qui auraient des attitudes pas terribles, etc. Alors, aussi bien dans le principe politique que dans le principe des mœurs, hein, et même dans le monde du spectacle, hein, même dans le monde du cinéma, hein, il y a le code Hayes qui est mis en œuvre à cette époque-là. Le code Hayes, c'est un truc qui va durer jusqu'en 64-65, où en fait, eh ben ouais, voilà, pas de plein de choses à l'écran, pas de jurons, pas de. Le gentil, il est gentil, il gagne, voilà, c'est le héros qui est manichéen au possible, hein, tout blanc, et le méchant, il est tout moche, tout méchant, voilà, bref. Voilà, on est dans ce cadre-là, hein. En plus de ça, avec la guerre mondiale, il faut dire ce qu'il y a, les Américains, ils ont été confrontés à du totalitarisme. Alors, en tant qu'ennemis, hein, j'entends, hein. À la base, les Américains sont super isolationnistes, hein, initialement, hein. Mais c'est Pearl Harbor qui les fait partir en coup de speed. Donc, ils vont affronter le Japon, hein, vous le savez. Le Japon qui est, on peut le dire, hein, totalitaire à l'époque, hein, avec une violence politique et une violence sur les populations. Enfin, bien avant la Seconde Guerre mondiale, je vous invite à vous renseigner sur le massacre de Nankin, par exemple, en Chine, en Mandchourie. Ils ont rien à envier aux nazis, hein, pour le coup, les mecs, hein. Donc les Américains se sont foutus sur la gueule avec les Japonais, ils se sont foutus sur la gueule avec les nazis. En bref, le totalitarisme, selon comment eux ils l'envisagent, eh ben, ils sont pas chauds, hein, ils sont pas chauds. Ce qui fait qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, eh ben, ce qu'ils apparentent à du totalitarisme, ils ont peur, ils sont stressés, ils voient le mal partout. Et donc, notamment avec le communisme, oui, avec le communisme au sens large du terme, avec le stalinisme en particulier. Euh, le fait est que, bah oui, on va avoir une époque troublée, hein, où on a l'impression qu'il y a des communistes partout, que c'est dangereux. Et d'ailleurs, ça va favoriser certaines positions politiques, notamment celle de Joseph McCarthy, donc qui est sénateur. Joseph McCarthy, vous connaissez, enfin certains d'entre vous ont certainement entendu parler du McCarthyisme. Donc Joseph McCarthy, qui est un républicain et qui, au début des années 50, va littéralement organiser une chasse aux sorcières. Littéralement. Donc il est nommé directeur d'une sous-commission au Congrès, en fait,
où il va traquer les gens qui auraient des attitudes anti-américaines. Anti-américaines, vous voyez. Donc il commence d'abord par le général Marshall, et le mec du plan Marshall en Europe, le mec qui a aidé à rebâtir l'Europe par une contribution financière des Américains. Bah, il s'en prend à lui parce que le général Marshall, son tort, ça avait été de dire par rapport à la guerre de Corée, qui est le premier affrontement des deux blocs en fait, hein, euh, qui est le soviétique et USA. En gros, il a eu le malheur de dire, Marshall, que ah bah ouais, on s'y prend peut-être pas super bien en Corée du Nord, en Corée du Sud. Bon, enfin, il n'y a pas de Corée du Nord, Corée du Sud à l'époque, justement. Et donc, dis donc, qu'est-ce que c'est que ce truc antipatriotique fumier là et il est mis en cause par McCarthy. Et il y a un écho dans la société américaine à ça, il y a un écho. Il va proposer McCarthy des listes de fonctionnaires dont on peut penser qu'ils seraient assujettis à la mouvance communiste et donc dangereux, peut-être des espions. Et il déclenche une espèce, enfin, il va, comment dire ça, faire donner corps à une espèce de paranoïa. Qui a peut-être certains fondements, hein, pour le coup. Hein. Les Russes n'étaient pas, les communistes n'étaient pas à l'époque tout blanc, hein, rien à dire là-dessus. Hein. Mais concrètement, bon, qui était exagéré. Donc il y a vraiment une chasse aux sorcières, hein, où les gens sont convoqués par lui. D'ailleurs, il outrepasse ses droits, McCarthy, comme c'est pas permis. Il convoque des gens sans même en référer aux autres membres de la commission. Enfin, c'est chaud sa mère, hein, pour le coup. Hein. Et concrètement, McCarthy va convoquer des gens, et il va en venir à convoquer des artistes. Hein. Donc, on va avoir des grands noms quand même, hein, comme Bertolt Brecht, Charlie Chaplin, Orson Welles, qui sont convoqués et sommés sommés de déclarer qu'ils n'ont rien à voir avec les communistes, etc. Chaplin, c'est quand même pour cette prise de position contre Hitler, quoi. On lui dit, mais dis donc, tu pas un peu coco? C'est chaud quand même, quoi. Donc voilà, le macartisme, c'est une vraie grosse mise en œuvre, manifestation de la paranoïa ambiante aux États-Unis à l'époque, la peur du rouge, en fait, hein, c'était un peu ça. Et il s'avère que bon, tout ça va à un moment se casser la gueule, hein, évidemment. Hein, il va aller trop loin, McCarthy, il va s'en prendre à l'armée américaine, s'il te plaît. Il s'en était déjà pris avec le général Marshall, mais bon, voilà. Et Eisenhower et les autres, et même il s'en prend aussi à J. Edgar Hoover, le patron du FBI. C'est trop, c'est trop. Donc il va se faire déglinguer sa petite gueule de salopard. Et de mémoire, le McCarthyisme va, enfin les commissions vont s'arrêter à partir de 54. Et je crois que c'est 2-3 ans après, le mec est tellement sombré dans l'alcoolisme et tout qu'il en meurt. On va pas le pleurer, hein. Bon chien galeux comme il était. Mais voilà, le gars en crève. Pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de ça parce qu'il y a une ambiance. Deux salles, deux ambiances. Non, il y a il y a un cadre, tu vois, il y a un cadre historique qui fait que, à l'époque, la société américaine, elle est mûre pour ça. Elle cherche pas à comprendre le pourquoi, l'origine. Non, c'est la faute de. Vous voyez, c'est ça le principe. Et Wertham, on revient sur lui, Frédéric Wertham, donc qui est parti en campagne, hein, contre les comics. Il va publier donc en 1954 un bouquin qui s'appelle Seduction of the Innocents, donc dans lequel il va décrire des cas qu'il a étudiés selon lui, et où il dit que la totalité des délinquants juvéniles qu'il a étudiés étaient tous, sans aucune exception, euh, lecteurs de comics. De là à faire un lien, hasard, je ne crois pas. Tu vois. Donc bon, alors merde, il y a eu des gens qui commencent à se poser des questions. Et en fait, son bouquin, il a un véritable impact. Enfin, je veux dire par là qu'il est, c'est un best-seller. Il y a même des pages qui sont publiées dans le Radar Digest. Vous voyez, pour vous dire. Et alors, j'ai envie de dire pas de bol pour nous, enfin pas de bol pour les lecteurs pour les lecteurs de comment de comics à l'époque, pas de bol pour nous, ça correspond dans les temps à la création donc d'une sous-commission, là, encore une autre, putain ils arrêtaient pas avec leur sous-commission ces cons-là, donc qui avait pour vocation de vérifier donc s'il n'y avait pas un impact entre comics, enfin un lien entre comics et délinquance juvénile. Évidemment, Wertham, il y est intégré, enfin, il n'est pas intégré, c'est pas vrai, il y a une connerie, mais bon, ses travaux sont pris en compte.
Et donc, bah, il y a plein de gens qui vont être entendus. Ça se passe un petit peu quand même, tu sais, comme pendant le macartisme, en fait, où bah, les mecs sont convoqués, les éditeurs sont convoqués, et puis ils sont sommés d'expliquer le pourquoi du comment, sous l'aspect d'un interrogatoire des fois un peu... Et ouais, ça ressemble aussi un peu à une chasse aux sorcières. Ça commence. Et en vérité, celui qui va foutre un tout petit peu le, le feu aux poudres, c'est un monsieur donc qui s'appelle William Gaines, dont le papa est Max Gaines, donc qui était le créateur des comics. Je ferai une vidéo sur lui, un de ces quatre. C'est un bonhomme dont la vie est passionnante. Enfin bref. Et William Gaines, donc, qui était patron de EC Comics. Alors EC Comics, à l'époque, EC Comics, à l'époque, c'est une boîte qui est vachement orientée science-fiction, crime, donc Crime Story, par exemple, hein, c'est un de leurs titres, ou Weird Tales, c'est un autre de leurs titres, où bah, voilà, c'est un peu trashouille, quoi, un petit peu. Ouais. Et donc, on va lui poser une question pendant ses commissions à William Gaines, on va lui montrer une de ses couvertures, où en fait, c'est un mec qui tient une tête de bonne femme coupée. Ça va? Et je lui dis, bah, tiens, mais est-ce que vous pensez que ça c'est de bon goût quand même Et lui dit, oui, oui, bah, ouais, c'est de bon goût. Bah, le mec était vachement provocateur. Et c'est ça qui va choquer le public, en fait, beaucoup. Il y a vraiment, vraiment. Et même les autres éditeurs. Et bon, alors pour autant, la commission en question, cette commission, elle va déclarer que non, il n'y a pas de lien finalement entre la délinquance et les comics. Voilà. Sauf que les éditeurs, ils ont flippé leur race et ils se disent attends, ils vont nous pondre un texte, on va rien contrôler, ça va être la merdasse. Non, ce qu'on va faire, on va créer un truc, histoire de montrer patte blanche, histoire de montrer qu'on est bonne volonté. Et comme ça, on contrôlera nos publications, tout ça, tout ça. Et ils vont créer, les gros, hein, le Comics Code Authority. Alors, le Comics Code Authority, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un comité. C'est un comité qui aura pour rôle de vérifier que les histoires qui sont publiées dans les diverses firmes de comics rentrent bien dans le cadre de certaines règles. Il y a 41 dispositions. 41, s'il te plaît. Qui s'inspirent beaucoup du code Hays, en fait, hein, qui avait lieu dans le cinéma. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de nudité, ça veut dire pas de sexe. Pas de sexe. Pas de drogue. Pas de drogue, c'est moche. Pas de juron. Bordel de merde. Pas de juron, quoi. Pas d'homosexualité. Pas bien. Pas très très bien. Alors si, le shérif, hein, les policiers sont toujours des gentils vachement bien et tout, qui sentent bon la camomille, et gentils, et ils ont raison, toujours. Et le méchant, c'est toujours une petite salope de bâtard, qui est absolument pas attachant et qui fait le mal pour faire le mal, et on peut pas s'attacher à lui, c'est une petite chienne. Voilà, en gros. Pas de rock'n'roll. Qu'est-ce que ça vient foutre là, sans déconner? Enfin, pas de rock'n'roll. Pas de plein de choses, quoi. Pas de monstres, vampires, loups-garous, ghouls, walou, que dalle. Et ils vont même aller jusqu'à demander à ce que dans les titres, les mots crime, weird, etc., disparaissent. Donc, ici Comics là, de William Gaines, dans le cul la balayette, parce que eux, c'est leur fonds de commerce. Et ils vont d'ailleurs couler en vérité. Ils vont garder Mad, le fameux journal, magazine, c'est un magazine, hein, donc c'est pas assujetti aux comics. Là. Et ils vont garder Mad, en plus le truc va être racheté. Mais voilà, globalement, ça fait couler des boîtes. Et alors, pourquoi ça fait couler des boîtes? Parce que en gros, euh, le Comics Code Authority, enfin le comité qui s'occupe d'analyser tout ça, eh ben, il vérifie que ça rentre bien dans les dispositions. Et si oui, paf, ils te mettent un petit timbre que tu as le droit de mettre sur ta couverture et qui te donne accès à un réseau de distribution. Le réseau de distribution des comics de l'époque. Donc, ça veut dire que si tu ne rentres pas dans leur cadre, tu peux pas être distribué, tu peux pas être vendu. D'où certaines boîtes qui se cassent la gueule. Alors il y en a, genre Disney, tout ça, qui ne rentrent pas du tout dans ce genre de choses, mais parce que leurs publications, ils sont tartines, ils ont leur propre réseau, en plus. Mais voilà, il y a des chaînes, des entreprises, des boîtes de comics qui vont se casser la gueule, ni plus ni moins, sous l'égide et l'autorité du Comic Code Authority. Voilà. Euh, Dans les années 60, alors ça se passe donc, le Comics Code Authority, donc il va naître au milieu des années 50. Et ça se passe, en gros, ça va se passer comme ça.
jusqu'au début des années 70. Hein. Avec le mouvement hippie, en fait, on a un autre. Il y a le mouvement des comics underground, hein, qui va commencer avec des gens comme Trina Robbins, etc., qui va commencer à prendre de l'ampleur, et ça commence à être vendu ailleurs que dans les points de vente habituels, hein, notamment dans les boutiques hippies, etc. Et donc, ça commence à prendre un certain essor, vous voyez, ça se libère un petit chouille. Et en 1971, c'est carrément le ministère de la Santé américain qui va demander à Marvel une histoire euh, qui traite de la drogue et donc des méfaits de la drogue, hein, pour le coup. Et c'est ce que va faire Marvel dans une histoire de Superman, alors de Superman, non mais ça va pas. Dans une histoire de Spider-Man, alors de mémoire c'est issue 96 à 98, si je dis pas de bêtises, dans lequel Norman Osborn, donc le pote, hein, de Peter Parker, a des problèmes de drogue, hein, c'est manifeste. Hein, et c'est traité, danger de la drogue, etc. Et ça passe pas le crible du comics, quoi. C'est-à-dire que quand Marvel dit voilà, le ministère de la médecine, enfin de la santé, oh putain, j'ai du mal, c'est mon Covid, ça qui me nique. Le ministère de la Santé nous a dit demander de faire ça. Tiens, ah non, 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 oh non, quand on parle de drogue, même si c'est pour en parler en mal de la drogue, non, 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 vous n'avez pas le droit. Oh bah merde alors. Et donc, vous voyez, la démarche qui est hyper pas constructive, quoi. Euh, et donc, Marvel dit, hein, fuck, niquez-vous, on y va quand même. Et c'est un carton. Et c'est un carton. Et ça va aboutir à ce que, y a un assouplissement des règles. Et oui. Et même au niveau des, par exemple, vous voyez, tout à l'heure, je disais qu'ils n'avaient pas le droit de faire des comics avec des monstres, des zombies, des loups-garous, des machins. Donc, Marvel va créer des zombies, ou W, vous voyez. Et puis, le code Mixcode va s'assouplir en disant, bon, alors, des personnages on va dire, de la littérature classique, pourquoi pas. C'est pour ça que c'est à ce moment-là que va foisonner les Dracula, les Dr. Jekyll et Mr. Hyde, les Frankenstein et tout ça. Tout ça va foisonner à l'époque parce que ça s'assouplit. Voilà. Et évidemment, les comics vont grappiller d'année en année parce que les mentalités changent, tout simplement. Et pourtant, ça va durer cette saloperie de Comics Code Authority. Ça va durer, ma couille. Mais oui, 2011, s'il te plaît. Ça s'arrête en 2011. Bon, ça valait plus grand-chose. Hein. C'était plus de la tradition. Ça comme ça, folklore presque. Les derniers à abandonner ça, c'est Archie Comics. Parce qu'ils se sont dit, allez, on va mettre du cul. On va mettre du cul. Voilà. Bon. Et avant, un petit peu avant eux, c'était DC Comics. Et donc, étant donné que tous les gros s'étaient barrés, il n'y avait plus de raison d'être du bordel, et donc on a dégagé tout ça. Mais pendant très longtemps, en termes de créativité, ça a eu un impact. Hein. Clairement, ça a eu un impact. On a des auteurs qui étaient obligés de se censurer, véritablement, ou de prendre des allégories incroyables pour parler de sujets ou d'autres, quoi. Hein. C'est assez hallucinant quand même, hein, pour le coup, d'avoir une contrainte qui est exercée là-dessus. Alors, leur problème, c'était de dire oui, mais ça salit notre belle jeunesse. Putain, comme s'il y avait besoin de ça, quoi. C'est pas comme si les mômes s'étaient tapés une guerre mondiale avec des pères qui revenaient fracasse. Non, 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 non. Ça n'avait rien à voir avec la guerre, bien sûr que non. Non, non, le trauma venait de petits bouquins, hein, de petites histoires avec. Petites histoires, tout est relatif, mais avec, avec des personnages dedans qui juste disaient ah putain de bordel de nom de Dieu. Ah un juron. Ah voilà, bon. Euh, Frédéric Wertham, revenons à lui. C'est pas le papa du Comics Code Authority. Hein. C'est pas vrai, ça, hein, du tout, du tout. C'est un scientifique qui, à un moment, s'est planté. Alors, la méthode scientifique employée, encore une fois, pas de recoupement des résultats, choisir, être très sélectif sur ses cas d'études. Vous voyez, dire, ah bah tiens, je vais prendre lui parce que ça correspond à ma thèse. On va dire c'est moyen. Mais c'est une erreur. C'est une erreur de sa part. C'est une erreur de sa part. Il ne l'a pas vraiment reconnu. Mais on ne peut pas lui adresser la paternité du Comics Code. Non, 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 non. La paternité du Comics Code Authority, elle appartient aux éditeurs. C'est les éditeurs qui se sont dit, putain, on va pas pouvoir vendre comme on veut, donc il faut qu'on fasse des règles. Alors évidemment, c'est un inspirateur. Et évidemment. Mais c'est pas la saloperie qu'on voudrait bien qu'il soit, Frédéric Wertham. Vraiment. Vraiment, vraiment. Pour vous donner un exemple, ça a été un des premiers, c'est même pas un des premiers, ça a été le premier pour le coup, à dire que la ségrégation raciale, tu vois, la ségrégation raciale, hein, le fait que black et blanc étaient complètement séparés, était un vecteur important
de troubles sociaux, évidemment, mais de la naissance de certains troubles infantiles. C'est-à-dire qu'il disait, quand on met des gamins dans des situations où ils ne sont pas en égalité avec les autres, eh ben concrètement, ça veut dire derrière, scientifiquement parlant, hein, le mec le prouvait, hein, que ouais, ça peut en faire des délinquants, ça peut en faire, il peut y avoir des troubles psy parce que les gamins, bah ouais, ont vécu une enfance de rejet, hein, de par la simple couleur de leur peau. Ces travaux vont d'ailleurs être utilisés, être utilisés par la Cour suprême dans le cadre donc de l'affaire Brown versus Board of Education, pour justement déclarer anticonstitutionnelle la ségrégation à l'école. Tu vois le truc? Donc quand on me dit Wertham c'était un salopard, je veux bien, mais pas que. Le mec c'est un scientifique. Vraiment. D'ailleurs, il va travailler sur les fanzines, un peu plus tard. Et il en dira le plus grand bien, en disant que c'est un aspect créatif, on sent qu'il y a des gens qui s'investissent là-dedans, c'est ouvert sur une passion. Il démordra jamais de ces histoires de comics qui peuvent influencer les gamins, mais il va teinter son discours. Euh, Par exemple, il va mettre en avant, littéralement, les travaux de Will Eisner. Par rapport à Will Eisner avait travaillé notamment dans le domaine de la publicité pour l'armée américaine, etc. Et dans ses autres titres, en disant que sa contribution à Will Eisner était ultra positive pour la jeunesse, etc. Donc vous voyez, c'est un type qui avait certainement des a priori, des préjugés qui ont abouti à quelque chose de pas terrible. Faut dire ce qu'il y a, c'est une évidence. Mais c'est pas l'ordure que l'on voudrait bien nous vendre. Seduction of the Innocent, c'est un monceau alors pas de conneries, parce que le mec est quand même un scientifique, hein, mais c'est un monceau de poncifs, de raccourcis, c'est vrai, indubitablement. Mais il était dans une optique, rappelez-vous, macartisme et tout ça, c'était particulier, hein, pour le coup. Et d'ailleurs, tiens, pour le citer, euh, et pour son lien avec le Comics Code Authority, je vais me permettre de vous lire, parce que c'est un truc, je vais me permettre de vous lire une petite phrase, une petite déclaration qu'il a faite à l'occasion justement d'une fois où il a été invité à une Comic-Con à New York. Je veux dire, il a été invité. Alors, il a été chahuté et tout, mais il est allé, le gars, il y est allé. Et donc, voilà ce qu'il a dit. Alors, je sais pas si c'est à l'occasion de cette Comic-Con, mais il l'a déclaré. En tout cas, il a dit: je n'avais absolument rien à voir directement avec la Comics Code Authority. Je ne l'ai jamais non plus approuvé. Je n'y crois pas non plus. Mes découvertes scientifiques n'y étaient pour quelque chose que parce que les éditeurs de comics de crime, dont certains multimillionnaires, avaient peur que des lois soient adoptées contre leur pire production. Vous voyez, en fait? Alors, je dis pas que c'est un saint, parce qu'il a fait des conneries, il a dit des conneries, hein, grosses comme lui. Mais une chose est sûre, et il remet les choses en place avec cette petite phrase-là, hein, c'était de l'autocensure. C'était de l'autocensure. Les gros, ils se disaient, bon, bah, de toute façon, nous, on va vendre, on s'en bat les couilles. Donc, on va faire de la censure, tant pis pour les petits, on sent. L'important, c'était de garder le game-pain. Lui, il a apporté du matos. Il a apporté du matos en disant, bah ouais, faites attention aux gosses. Mais c'était dans l'air du temps. C'était dans l'air du temps. Et il n'y croyait pas. C'était pas sa façon. Lui pensait que être jugé enfin, que les éditeurs jugent leur propre travail, c'était un petit peu de la merde, quand même. Et oui, c'était un petit peu de la merde. Bon, ça n'a pas empêché l'essor dans les années 60 d'idéologie progressiste. Le comics a toujours été progressiste. Donc, bah voilà, globalement, de donner une bonne image positive, etc., etc. C'est vrai que ça a influencé pas mal les images des sidekicks. Les sidekicks de partout, bah là, ouais, parce que l'image de l'enfant, etc. Bon. Mais Frédéric Wertham, même si cet homme-là n'a pas fait que du bien aux comics, c'est indubitable, eh ben on peut pas tout lui coller sur le dos. C'est pas le bouc émissaire. C'est pas le bouc émissaire. Rappelez-vous que ce mec-là était un brillant scientifique, un brillant psychologue, qui a fait des conneries, qui a dit des conneries, c'est indubitable. Mais qui a su un petit peu revenir sur ses erreurs, et surtout qui a été écouté par des mecs qui voulaient faire de la maille, c'est tout. C'est juste ça, hein, le truc. Dans un environnement historique bah, qui se prêtait à la paranoïa, à la peur, à l'accusation de l'autre. Hein. La jeunesse de l'époque était en danger, tout ça, tout ça. Voilà, je voulais remettre un petit peu les points sur les i sur Frédéric Wertham, qui est pas le gentil de l'histoire, hein, mais qui est quand même quelqu'un à qui on a collé tout un tas de trucs sur le dos,
Il a fait des conneries, il a écrit des conneries, c'est vrai, mais c'était propre à son temps, quoi. Il a jamais fait preuve, par exemple, de misogynie, de racisme, d'homophobie. C'était pas du tout son truc. Lui, son truc, c'était la préservation des mômes, même s'il se plantait. Voilà, c'est comme ça. Voilà mes loulous, donc je vous ai raconté l'histoire de ce petit monsieur qui a eu un impact de ouf sur le monde du comics, hein, presque jusqu'à nos jours. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, des bisous, des bisous.